L'IA va nous remplacer. Tout le monde le dit, donc ça doit être vrai. Cursor va coder à notre place, Midjourney va créer des films de demain et ChatGPT va remplacer tous les départements marketing. Ces propos vous font peut-être peur ou rire. Bien heureux serait celui qui a la réponse, et elle doit se trouver peut-être quelque part entre les deux. Ce qui est certain, c'est que les IA sont une réalité, mais une réalité qu'il faut connaître, et vraiment connaître. Mais alors, quelles sont ces réalités? La singularité est-elle proche? Et surtout, est-ce à la portée de tout le monde? Pour répondre à ces questions singulières, je ne reçois pas Prométhée, mais elle s'y connaît en modèle. Nastasia, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Nastasia, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, très bien. Donc moi, c'est Nastasia. Je suis dans le développement informatique depuis 11 ans maintenant. J'ai plusieurs spécialités, dans l'une qui est quand même que ça fait plusieurs années que je suis rentrée dans le monde de la data. Donc du coup, avant, on ne parlait pas d'IA, mais finalement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui IA, même si ça reste un champ plus vaste. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de vulgariser l'intelligence artificielle parce que je vois... alors ouais, effectivement, ce que tu disais, je pense que la réponse est effectivement au milieu de tout ce qu'on raconte sur l'IA. Peut-être pas exactement au milieu, mais en tout cas quelque part entre les deux. C'est ça. Est-ce que toi, du coup, qui est sur ces sujets de data, est-ce que tu as été confronté à un ensemble de questions, parfois intelligentes, parfois un peu, on va dire, non éclairées sur le sujet, parce qu'on a l'impression que tu portes, en fait, tous ces sujets d'IA? Beaucoup, en fait. Peut-être un peu trop, Ouais. mais en fait, le problème de pas comprendre l'IA, c'est un aspect social qui fait qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont des fantasmes plutôt positifs, mais ça a aussi un aspect sur les projets en tant que tels, sur les produits qu'on est capable de sortir ou pas. Ce que je vois, par exemple, c'est je veux tel produit un peu foufou, et en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'existe pas encore, en fait. Et en fait, quand on met la chose en place, il y a aussi beaucoup, des fois, des frustrations sur, ah, mais on m'avait vendu quelque chose de complètement dingue, mais en fait, je comprends pas que sans données, ben, j'ai rien, mais comment ça, il y a des humains derrière, comment ça, il faut annoter des données, non, mais... Donc il y a aussi beaucoup de déconvenus qui font parfois que c'est un peu dommage parce qu'il y a des produits ou des projets qui ne sortent pas ou ne sortent pas comme il faudrait parce qu'on y a mis trop de fantasmes. Et l'inverse est aussi vrai. Des fois, on a tellement peur de l'IA que par défaut, on n'en veut pas, alors qu'il y a aussi plein d'endroits où ça peut être utile. Sans révolutionner le monde, il y a des fois où c'est la bonne solution pour parvenir à ces moyens. Mais ces sujets de complexité et d'appréhension, il y a, je ne sais pas si tu connais XKCD, une BD américaine qui est, je trouve, très sympa. Il a fait quelques strips que je recommande régulièrement. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est justement sur cette perception de la complexité par le commun des mortels. Et tu vois une personne qui demande à un dev qui dit « je voudrais une app pour prendre en photo des oiseaux ». Le gars dit « pas de problème, tu me laisses 2 jours ». Il dit « puis alors je voudrais que tu puisses enregistrer tous les oiseaux que j'ai vus ». « Ouais, très bien, pas de souci, ça ferait un jour de plus. Et je veux que l'application reconnaisse l'oiseau quand je le prends en photo. Ok, il me faut une équipe de 5 personnes et le produit sera prêt dans 2 ans. Tu vois, les gens ne maîtrisent pas en fait à quel moment ça devient réellement complexe. Parce qu'en fait, on est sur des métiers qui sont, je trouve, hyper complexes. Quand tu prends un smartphone, quand même le niveau d'ingénierie, de technicité et d'ingéniosité qu'il y a dedans, pour beaucoup de gens, c'est une boîte noire en fait. Les gens, tu vois, ne maîtrisent pas le... et tu vois, je comprends qu'il y ait des peurs, je comprends qu'il y ait des fantasmes effectivement sur ça, mais est-ce que tu penses que... et je le dis avec bienveillance, hein, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau de complexité, que ce soit sur les smartphones, sur l'IA ou ce genre de choses, en fait, qui n'est plus
prenable ou adressable, ou je sais pas comment je trouve Oui. pas le mot, mais enfin, tu vois, est-ce que tout le monde est vraiment capable d'appréhender ces sujets de manière cultivée, raisonnée, instruite? Je pense que c'est pas évident et c'est super intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, on a mis de plus en plus loin finalement cette partie qui est donc aujourd'hui l'apprentissage automatique. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui on fait de l'IA, même si c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'au début, je me rappelle qu'on codait notre modèle nous-mêmes. Mais vraiment, on avait des formules mathématiques qu'on codait nous-mêmes. Donc c'était quand même bien hardcore, mais au moins, la boîte noire paraissait moins boîte noire. Puis forcément, tout doucement, les choses s'industrialisent. Donc hop, on utilise tel modèle sur l'étagère, comme on dit, en open source, peu importe, mais on est encore capable de le comprendre. Il y a encore des papiers dessus. On comprend encore comment ça marche. Et puis arrivent les LLM. Et alors là, on n'utilise même plus des modèles en tant que tels, on utilise des LLM. Et même s'il y a des papiers autour, il y en a pléthore, il y a moins le réflexe, enfin en tout cas je vois moins le réflexe d'aller chercher derrière comment ça marche. Et je trouve que même pour les devs qui sont dans ce domaine-là, dont je fais partie, ça nous met de plus en plus loin la boîte qui nous paraît de plus en plus noire et opaque. Donc oui, il y a un déplacement, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais qui fait que ça devient de plus en plus difficile de discuter, et même dans le domaine, même dans le secteur, je trouve. Ouais. Alors, j'ai juste envie de creuser un sujet parce que tu viens de dire qu'il y a une époque où on codait nous-mêmes nos modèles et tu sembles dire qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quoi, on met tous les transformers dans une boîte, on secoue bien fort et on passe les données et après c'est marre? Ou il y a quand même un lien programmatique qui est tissé de manière manuelle, on va dire, entre chaque transformer? Non, alors il reste du code, Ok. hein, mais il en reste de moins en moins, en tout cas sur la partie vraiment IA pure. J'ai envie de dire, à une époque où vraiment, moi j'ai connu, on codait de A à Z, même si c'était beaucoup plus simple aussi, hein. Aujourd'hui, coder un langage de modèle, on ne le fait plus, quoi. On va effectivement le chercher sur l'étagère. Mais grosso modo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre si je m'intéresse au LLM, tu vas prendre ton LLM et tu vas dire, ah ok, bah moi c'est plutôt sur ces données que je vais apprendre, je vais un petit peu te fine-tuner à la fin. Il va y avoir ce genre d'éléments, donc on ne fait pas rien. Mais par contre, on perd la notion de comment ça a été fait. Derrière, ah ok, ça sert à prédire, schématise, hein, mais le mot d'après dans un contexte. Enfin, il y avait une époque, j'ai un peu l'impression de passer pour une vieille quand je dis ça, c'était mieux avant, c'est pas forcément c'était mieux avant, mais où en tout cas autour de moi, on allait gratter dans les papiers de « Ah, t'as vu, ils ont sorti Camembert ». C'était un modèle qui permettait de faire du traitement du langage naturel. On s'interrogeait sur comment on arrivait au bout techniquement. Là où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On le prend sur l'étagère, on le paramètre, mais il est de plus en plus mis à distance et ça fait que du coup, on dit de plus en plus « on comprend pas, c'est une boîte noire Ouais. ». C'est vrai que de toute manière, ça reste très complexe à comprendre, mais avant, je pense que ça l'était moins. Et ce qui est un parallèle aussi intéressant, c'est que il y a, dans le monde du dev, on voit beaucoup de gens qui ont tendance à dire que les plus jeunes aujourd'hui ne font que du copier-coller depuis un chat GPT, un cursor ou autre, et que du coup ils apprennent plus à faire et qu'ils perdent aussi du coup la maîtrise et la connaissance de ce qu'ils font. C'est un peu ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui même sur la création même des modèles, il y a aussi une perte de compétences et de connaissances sur la création de modèles en elle-même. Oui, mais après, je le critique pas forcément. Je pense que c'est l'évolution naturelle, hein. Enfin, moi, j'ai jamais fait d'assembleur, par exemple. Voilà. Et on s'en passe très bien. Voilà, et je pense que ça va être de plus en plus le cas. Et je pense que c'est normal. Mais du coup, ça met à distance quelque chose qui paraît de plus en plus magique. Ok. Avant d'aller plus loin, donc effectivement, toi, tu as eu cette... confronté à l'ensemble de ces questions, de gens qui ont besoin de comprendre, qui fantasment, qui ont peur de ces sujets-là. Donc tu as décidé d'écrire un livre que je recommande chaudement, donc qui s'appelle L'IA du mythe à la réalité, qui est disponible sur Amazon. Il est disponible dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Et donc l'idée, c'est effectivement de creuser un peu les différents points que tu évoques sur ce livre. Donc on a déjà évoqué ce côté un peu vulgarisation. Déjà, il y a un truc que je note là, dans les quelques minutes depuis lesquelles on parle.
c'est que tu as assez peu évoqué le terme IA, tu as parlé d'apprentissage automatique, tu as assez peu parlé d'intelligence. Est-ce que pour toi, on est très loin de la notion d'intelligence, en fait, aujourd'hui ? Je trouve ça compliqué à définir. Il y a des personnes, en fait, il faut le savoir, qui vont dire l'intelligence artificielle n'existe pas. Et des personnes, quelqu'un de très célèbre, le créateur de Siri, dont j'ai oublié le nom. Mais, Yann Lequin ? Non, Luc Julia. Oui, exactement, merci. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui disent non, mais en fait, il faut abandonner le terme d'intelligence artificielle. Pourquoi pas ? Il y en a qui disent aussi qu'il faudrait que l'intelligence artificielle, ce soit avec un S, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Parce que même dans l'apprentissage automatique, il y a des milliards de manières de faire de l'apprentissage automatique. Et puis, moi, je pense que je suis peut-être un peu scolaire, mais en fait, le terme est créé en 1956. Et c'est ce qui fonde la discipline en tant que science officielle, même si le fantasme et c'est pas la première fois qu'on essaye de créer des êtres artificiels. On a essayé avant 1956, mais en tout cas, en 1956, le terme est créé et ça fonde la discipline. Donc, c'est pour ça que je pense que j'y reste attachée. Mais par contre, il est à prendre avec plein de pincettes parce que il vient avec une grosse métaphore qui est qu'on va reproduire l'intelligence alors qu'on ne sait même pas réellement ce qu'est l'intelligence et que c'est très très compliqué à définir. C'est pour ça, et c'était déjà le cas dans la définition de 1956, qu'on se dit en réalité ce qu'il faut, ce serait peut-être juste imiter. Si on a l'impression que c'est intelligent, ça marche. Voilà. Il y avait, j'ai reçu il y a un petit moment maintenant déjà Laurent H, qui à l'époque était le CTO de Quant, et il m'avait dit une phrase sur l'épisode que j'ai trouvé top et que j'ai gardé. C'était que dans les LLM, l'intelligence, elle est à l'entrée et à la sortie. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a toutes les données d'entraînement. Si tu as des données intelligentes, tu auras un système efficace. Et que quand il dit que l'intelligence, elle est à la sortie, c'est notre compréhension de la réponse du LLM. Que l'LLM en soi, alors parce qu'on s'est centré sur l'LLM parce que c'est le gros sujet d'IA du moment, mais qu'en fait, le LLM, il n'a pas de compréhension du sujet. C'est juste un modèle statistique. Il te sort un truc et c'est toi en tant qu'être humain qui a une capacité de compréhension du truc. Et dans ton livre, il y a un point effectivement que tu évoques aussi souvent, c'est que les outils actuels, on est obligé de mettre ce actuel parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on sera dans un an, mais dans les outils actuels, il y a une qualité de production qui est indéniable, mais toujours sous l'impulsion d'un être humain qui dit fais ci, fais ça, va dans telle direction, creuse ça, et que c'est pas, qu'il n'y a pas une appréhension, une compréhension du monde en fait derrière tout ça. Oui, c'est là, moi je reviens, quand j'ai commencé, on me disait oui, tu vas voir, l'IA va nous surpasser, etc. Mais au sens vraiment de contrôle, et je me disais, mais d'où ça vient ? D'où une IA peut apprendre ? Et concrètement, aujourd'hui, c'est les données. Et pour l'instant, on n'arrive pas bien à sortir de ce schéma. Donc ces données-là, elles sont produites par qui ? Elles sont produites par des humains. Et alors on me dit des fois, oui, mais quand même, il y a un passage de l'IA pour, par exemple, générer plusieurs images. Oui, c'est vrai, mais l'image de base, elle vient toujours d'un humain. Et ça aussi, je ne suis pas sûre que ce soit très connu. Mais en fait, il y a beaucoup d'humains, c'est assez difficile à quantifier, mais qui annotent les données, qui les modèrent, qui les trient, etc. Et même nous, on le fait. Même nous, parce que voilà, aujourd'hui, on a plein de générateurs de code, mais en fait, merci à l'ensemble des développeurs et développeuses d'avoir posté leur code sur de l'open source, par exemple, sur des logiciels open source, parce que c'est aussi là que les IA ont appris. Donc en fait, on est tous producteurs de ces données, et les IA, moi je trouve que c'est des technologies fascinantes qui permettent de faire plein de choses, mais elles ne sont pas magiques, et en tout cas, l'intelligence, et c'est hyper intéressant, effectivement, le retour que tu fais, il vient en grande partie de ce qu'on lui donne à manger. Et c'est nous. Il y a le fameux projet ReCAPTCHA aussi, qui est un gros travail d'annotation qu'on a tous fait gratuitement. Exact. Et qu'on continue à faire. Et qu'on continue à faire. Ouais. Exactement, ouais. Sur ces sujets d'annotation, je suis en train de réfléchir, est-ce que... Bon, allez, on s'en dedans. Pour moi, dans ce sujet d'annotation, il y a aussi un gros sujet pour dire les choses crûment, de prédation sociale qui est fait, parce qu'on voit quand même des entreprises, pas toutes, il y en a qui font ça très bien, c'est pas le sujet,
Mais il y a des entreprises qui font de la notation qui embauchent des gens dans des pays en voie de développement ou avec énormément de pauvreté et qui profitent du faible coût que ces gens se retrouvent obligés d'accepter pour produire ce travail-là. Donc ils se retrouvent à noter des millions et des millions d'informations chaque jour. Est-ce qu'on en parle suffisamment de ça? Est-ce qu'on a l'IA qui est posée sur un truc crade, un peu caché, ou est-ce que ça reste encore une minorité? Tu vois, c'est quoi toi, ta vision de ces sujets-là? Pour moi, c'est pas assez visible. Très clairement. Parce que rien que dans mon parcours, des annotateurs, j'en ai rencontré plusieurs. Alors pas forcément dans les pays en voie de développement, même si c'est là où on les trouve le plus. Et j'ai envie de dire des annotateurs peu respectés. J'en ai rencontré plusieurs, même si tu as raison. Il y a aussi des entreprises qui font très bien le travail, qui embauchent ce qu'ils appellent des experts, et là c'est clair, tout va bien. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce de l'intelligence artificielle, dire qu'elle repose sur autant d'humains. Je pense qu'il y a un petit côté où le marketing, ça s'effondre un peu. C'est dommage. Et je pense qu'effectivement, à mon humble avis, on n'en parle pas assez. Si je peux citer un exemple, il y a un petit peu tout un jeu de paraître dans le domaine, et je pense que l'exemple le plus flagrant, je pense que c'est Amazon Mechanical Turk. Donc Amazon Mechanical Turk, ça veut dire le turc mécanique d'Amazon. Et en fait, c'est une plateforme sur laquelle on va annoter des données, contre des petites récompenses. Et en fait, ce site, donc ce nom-là, fait référence à un automate avec lequel on jouait aux échecs. Et l'idée, c'était de nous faire croire que l'automate jouait aux échecs tout seul. Et en fait, dessous, il y avait un humain. Il y avait un humain qui déplaçait les pièces. Donc, en fait, reprendre cette comparaison, je pense qu'il y a des acteurs qui sont très au courant, mais mine de rien, qui sont aussi très au courant qu'il y a tout un subterfuge pour nous dire que l'intelligence artificielle est très artificielle. Et sans vouloir dénigrer cette technologie, je pense que, encore une fois, il y a plein de choses à en tirer. Mais pourquoi ne pas dire la vérité, en fait, et l'utiliser là où il faut, plutôt que de faire des grands shows pour dire que c'est trop génial, la singularité, tout ça, quoi. Alors, il y a plein de sujets que tu as évoqués qu'on sera amené, et j'espère qu'on aura le temps de creuser. Le premier, c'est effectivement, tu parles donc de ces humains qui sont derrière l'IA. Moi, il y a un vrai questionnement que j'ai en ce moment. On parle souvent des révolutions, de la destruction créatrice. C'est que tu as des révolutions qui vont détruire des jobs, mais en créer d'autres à côté. Donc, on a l'exemple de l'arrivée de l'automobile, il y a des tas d'exemples qui existent. Mais il y a un vrai questionnement sur est-ce que l'IA va être aussi sur sa destruction créatrice, parce que tout le monde ne pourra pas devenir data scientist. Toi, dans ce paysage d'êtres humains qui permettent le fonctionnement des IA, tu vois, toi, une capacité en fait à englober, on va dire, pour grossir le trait, de l'ensemble de la population qui pourrait travailler dans la création d'IA d'une manière ou d'une autre? On me pose souvent la question, quel métier? Alors c'est toujours difficile, hein, je préfère mettre des guillemets, c'est le futur, c'est difficile d'en parler. Effectivement, il y a tous ceux qui créent les IA dont on parle, effectivement, data scientist, data ingénieur. Je vois aussi, puisqu'il y a de plus en plus de régulation sur l'IA, j'ai aussi un peu l'impression qu'il y a quelque chose à jouer ici, sur quelques métiers qui seraient autour de comment, en entreprise, faire respecter l'AI Act qui arrive, ou les régulations sur l'IA d'une manière générale. Après, j'ai du mal à voir de vraie création de métiers purs que ferait l'IA, à part celui d'annotateur expert. Mais bon, après, je veux bien me laisser surprendre, c'est pas évident de voir ce qu'il advient. Donc pour toi, il y a quand même un potentiel en fait qu'il y ait des métiers qui disparaissent, et donc toute une catégorie de personnes qui se retrouvent à ne plus pouvoir travailler. L'exemple le plus proche de nous qu'on a en ce moment, c'est les doubleurs de films, qui voient qu'avec l'IA, en fait, on peut reprendre la voix de Brad Pitt, modifier sa bouche, et en fait, il parle français d'un coup avec la voix de Brad Pitt, et on n'a plus besoin d'aucune personne pour faire ça. Pour toi, il y a comme ça des métiers qui vont réellement disparaître, et des personnes qui, en soi, ne pourront pas forcément retrouver un taf plus ou moins équivalent? Alors, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait des métiers qui vont être remplacés. Des métiers purs et durs, j'ai l'impression que non. Parce qu'à chaque fois qu'on gratte, on se dit « Ah ouais, mais pour ce film, un vrai doubleur, ce serait bien quand même, pour avoir un vrai jeu, etc. » Pareil pour la traduction. La traduction,
c'est la vérité, il y a des traducteurs, des traductrices qui raccrochent du fait de l'IA, c'est une réalité. Pour autant, traduire un roman aujourd'hui avec IA, on se dit non. Personne n'a envie de lire ça, quoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a un métier en tant que tel qui réellement va disparaître. Par contre, des tâches, oui. Et le fait qu'il y ait du coup moins de personnes qui soient nécessaires pour le métier, c'est une réalité aussi aujourd'hui, en tout cas, sur au moins 2 métiers que je vois qui sont la traduction et l'illustration. Il y a des déplacements. Mais où vont ces personnes ? J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse ouverture que nous fait l'IA. En tout cas, encore une fois, sur les métiers officiels. Parce que si la notation devenait un métier officiel, ce serait une belle création d'emploi. Ok. Donc au final, si je résume le propos, toi tu es très adepte de la phrase de Sam Altman qui disait l'IA va pas vous remplacer, mais quelqu'un qui utilise l'IA va vous remplacer. C'est intéressant. Possible. En fait, je pense qu'il y a quand même des choses où on va y passer moins de temps. Mais en fait, c'est déjà le cas. En réalité, c'est déjà le cas sur certaines choses. Par exemple, l'exemple que j'aime bien prendre, parce que je pense que c'est quelque chose dont je suis assez fan, c'est tout ce qui est filtre, gomme magique de nos petits téléphones. En fait, avant, pour retoucher une photo, soit on allait voir un photographe professionnel. Donc, je pense qu'il y a une part où on y va moins. Et puis, il y a une part aussi où juste ça a décuplé le fait qu'on le fait. Alors qu'avant, juste on dit « Ah non, j'ai pas les thunes, je le fais pas ». Donc oui, il y a des déplacements. Est-ce que c'est vers la personne qui utilise l'IA ? Oui, sans doute. Et où vont ces personnes ? Ça dépend, les parcours sont différents. Tu parles du coup de ce déplacement. Tu parles de l'exemple des photos. Il y a aussi des risques de dérive, mine de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains outils qui sont devenus tellement faciles à utiliser. Si on prend cet exemple des photos, tu peux très facilement créer une photo. Tu peux prendre une photo avec un nouvel appareil Google et la truquer, et ça devient quand même très difficile d'identifier qu'il y a eu une altération et que donc il y a potentiellement une fausse information qui peut être diffusée et créée. Donc il y a aussi des risques de dérive avec tout ça. Oui, totalement. Il y a un enjeu. Je ne sais plus dans quel pays il y a eu des élections. Et ils ont une période comme nous, électorale, où on n'a pas le droit de parler. Et il y a eu ce qu'on appelle un deepfake, quoi, donc une photo qui était fausse et qui mettait en mauvaise situation. Je me rends compte que c'est flou, mais mes souvenirs sont flous. Une mauvaise situation l'un des 2 candidats et l'autre a gagné. Alors, comme on dit, on ne saura jamais l'impact que ça a eu. Mais oui, ça peut avoir... ça peut être un danger. En fait, aujourd'hui, les photos, on arrive quand même à savoir d'où elles viennent. Mais il est vrai que des fois, il faut aller étudier les pixels. Et on n'a pas toujours le temps d'étudier les pixels. Et les journalistes n'ont pas toujours le droit, en fait, justement, dans cette période électorale où on n'a pas le droit de parler et de dire « Ah non, ça, c'est un faux ». Donc oui, il peut y avoir des dangers. Par contre, j'ai aussi l'impression qu'on devient meilleur à repérer ces photos ou ces images faites par IA. Il y a quand même... tu peux trouver facilement des résultats sur Internet, des trucs qui sont quand même assez impressionnants. Oui. Et je pense que c'est la course, en fait. Ouais. C'est un peu la course de... Ah, mais ça, j'ai compris, à chaque fois que c'est comme ça, c'est fait par une IA. Ah bah d'accord, ok, très bien, on va l'améliorer. Et est-ce que tu crois que la régulation... Alors, on peut parler de l'AI Act qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais plus exactement. Qui est en train, en fait, de sortir. Qui est en train de se préparer. Ouais. Et d'autres régulations éventuelles. Est-ce que pour toi, la régulation est une nécessité, une réponse possible? Tu le perçois comment? Moi, je le perçois plutôt positivement. Je le vois un peu comme RGPD, NIS2. Je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, mais on ne pourra plus totalement innover, ça va nous freiner. Oui, mais je pense qu'il y a des cas où c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de cas où on fait juste de l'IA pour être à la mode. Et bon, ça ne me paraît pas si grave. Et puis, par exemple, dans l'AI Act, il y a un gros côté explicabilité. Qui permet de dire en fait ça permet moins de se cacher derrière c'est une boîte noire, j'y comprends rien, même si ça reste vrai, c'est des formules très complexes, mais malgré tout j'ai parfois un peu l'impression qu'il y en a qui s'en servent pour dire c'est pas ma faute, alors que derrière les AI Act il y a quand même un côté maintenant vous allez expliquer ce qu'est fait votre IA, sur quoi elle se base, etc. Dans une certaine mesure bien entendu, mais du coup ça oblige un peu à remettre déjà du concret dedans et à
Et à pas juste se cacher derrière « Oh, c'est trop compliqué, jamais on comprendra, il faut que vous l'acceptiez ». Ouais, donc on revient en fait à cette approche de boîte noire. Est-ce que, tu vois, sur est-ce que tu as l'impression d'être sur une mission de... alors, tu vois, je dis pas que tu es en train de porter un drapeau et autres, mais c'est quoi pour toi l'importance ou la nécessité d'expliquer à tout le monde comment fonctionnent réellement ces systèmes-là ou ces mécaniques-là? Pour moi, il y en a plein à plusieurs niveaux. Si je me pose d'un point de vue vraiment, on est des devs projets, bah, c'est peut-être d'avoir des projets efficaces. Quand j'entends efficace, bien sûr, on ne sait jamais on est dans un métier d'innovation, par définition. Donc des fois, on lance des trucs et puis ça capote, c'était n'importe quoi. Je pense que c'est inhérent au métier. Mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de modes et de hype sur l'IA qui ne sont pas toujours nécessaires. Et que si on se dit « Ah, mais en fait, c'est des statistiques très poussées », et ben on se dit « Ah, ok, très bien. Je vais l'utiliser dans tel ou tel contexte et je l'approche de manière plus sereine. » Et si je me place d'un point de vue plus social, je pense que ça permet d'apaiser les discours. Et effectivement, on ne sait pas jusqu'où va aller l'IA. Mais par contre, dire il va y avoir une intelligence supérieure sur la base de rien, ça me paraît pas sérieux, quoi. Et du coup, quand on se rend compte de ce que c'est, on se dit « Oh bah non, en fait, ça va, c'est quand même puissant, mais ça va. » Et ça permet d'apaiser le débat et aussi d'éviter les tensions qui peuvent aussi survenir sur les annotateurs, j'y reviens, ou alors ce qu'on appelle la foxtomatisation. C'est le fait de dire « On va vous remplacer, il va y avoir de l'automatisation, donc en fait, votre métier, il n'est pas très important, il n'est pas très intéressant, et pourquoi est-ce que je le rémunérerais beaucoup ? Pourquoi est-ce que je le considérerais ? Mais en fait, vous n'êtes jamais remplacé. » Et c'est un peu en attendant les robots, on met une pression sur certaines catégories d'employés, dont nous les devs dans une certaine mesure, alors qu'en fait l'automatisation, elle n'arrive pas en fait. Donc ça permettrait aussi d'apaiser le débat et de dire bon, il y a des outils, c'est cool, effectivement, ça va plus vite, mais on va pas tous nous mettre à la porte. Ah, je connaissais pas tu l'écris comment ce terme ? Foxtomatisation, c'est comme faux automatisation. Ok, d'accord. Et faudrait que je retrouve la spécialiste du domaine. Ok. Ah, c'est super intéressant comme approche. Moi, j'ai entendu parler de certaines boîtes qui annoncent plus ou moins ouvertement qu'elles ne vont pas remplacer des personnes qui partent parce qu'elles partent du principe qu'avec les IA, il va y avoir un gain de productivité qui va permettre de ne pas avoir besoin de remplacer la personne qui part. Mais je te rejoins sur le fait que je ne pense pas que l'IA va révolutionner à ce point-là le monde du travail. Ça va être un nouvel outil qu'il va falloir appréhender. Ça, c'est un vrai sujet dont on parlera après. Mais je pense qu'on est encore très loin du grand remplacement, pour reprendre le terme de certains, qui je pense, effectivement, n'arrivera jamais. Je me permets juste une petite parenthèse pour revenir tout à l'heure. Tu me donnais un exemple d'une élection politique avec un contenu qui a été partagé. J'ai retrouvé l'information et le sujet est encore plus... je suis encore plus choqué maintenant que j'ai l'info, parce qu'on parle de Erdogan, le président turc, qui, avant la fin de l'élection, a diffusé lui-même une vidéo de son concurrent en mauvaise posture. Ah oui, d'accord. Oui. Donc on est effectivement sur de la manipulation politique de haut vol quand c'est un des candidats qui était déjà en place, qui soulève certaines critiques comme dirigeant à travers l'Europe. Donc c'est effectivement assez fou. Donc voilà, c'était juste pour donner effectivement l'exemple concret. Mais du coup, tu vois, donc je reviens sur le sujet des régulations. Le AI Act, aujourd'hui, c'est juste à l'échelle de l'Europe. Oui. On voit du coup certains acteurs qui disent, puisque c'est comme ça, on diffuse pas nos solutions en Europe et puis c'est réglé. Donc tu vois, est-ce que ça protège vraiment ? Est-ce que ça... Tu penses à quelle solution pour le coup Alors, il y a le seul exemple que j'ai en tête, mais qui est plus différé qu'autre chose, c'est Apple Intelligence. Ils ont annoncé qu'ils ne sortiraient pas avant avril en Europe, notamment à cause de l'AI Act. Il n'y avait pas, y a pas genre un produit de Facebook aussi ou de Meta qui a été exclu de l'Europe. Enfin, tu vois, il y a quand même des entreprises qui commencent à dire en fait, on ne peut pas se conformer à ça, donc on évite le marché européen.
Est-ce que ça a été le cas pour la RGPD? J'ai pas l'impression, finalement. J'ai l'impression que tout le monde s'est plus ou moins plié. Et peut-être que je suis naïve, mais je me dis que c'est ce qui va se passer. RGPD, alors ça a permis l'émergence de toutes ces boîtes qui te vendent les bannières de cookies et quelques solutions de compliance. Je pense qu'en Europe, les boîtes commencent à être quand même très compliant parce qu'ils ont vu les premières amendes et ça fait mal. Je pense que dans le reste du monde, ils mettent la bannière, mais ils ne respectent pas forcément l'application telle qu'elle, parce qu'ils sont quand même un peu protégés par le fait qu'ils ne sont pas en Europe. Quoi. C'est un peu le risque. Quoi. Enfin voilà. Ouais, tu vois, ce sujet de la régulation, il est toujours complexe parce que, alors nous en Europe, on est vus comme ceux qui régulent beaucoup. Et je trouve que ça a beaucoup d'avantages, mais l'inconvénient, c'est que c'est très limité en fait à notre secteur géographique. C'est vrai, et en plus, là en ce moment, si on parle des élections américaines, on sait très bien que ça ne va pas aller dans le sens de la régulation. Donc on a perdu un potentiel allié, très clairement. Clairement. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer, que j'ai trouvé super intéressant dans ton livre, c'est sur la notion de neurone. J'ai cru naïvement que les réseaux de neurones, il y avait effectivement cette approche très similaire à la construction d'un cerveau, et peut-être même presque similaire à la façon dont la mémoire est construite dans l'approche d'un cerveau. Et toi, ce que tu nous expliques dans le livre, c'est qu'en fait, le terme de neurone, ces réseaux de neurones, est de moins en moins adopté parce qu'en fait, on est très loin de ce qu'est réellement un neurone. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, c'est pas mon domaine, hein. Je ne suis pas dans la médecine ou dans la biologie. Mais effectivement, en fait, c'est une métaphore, encore une. Et le problème, c'est qu'elle prête vachement à confusion. Parce qu'effectivement, c'est vrai, l'idée, c'est de dire « Ah, les réseaux de neurones, ils sont tous tissés les uns les autres, il y a une fonction d'activation. » Et on reproduit ce phénomène-là. Très bien. Mais en fait, ça s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, les réseaux de neurones, ceux dans nos vrais cerveaux, je veux dire, on n'est même pas sûr de exactement comment ils fonctionnent. Donc oui, en fait, c'est... À la fois, les métaphores, c'est simple. Ça permet de savoir où on va et de dire ce qu'on veut. C'est-à-dire, réseau de neurones essaye d'imiter l'intelligence en reprenant un peu le système. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même très, très limité, quoi. Enfin... Parce qu'à un moment donné, je mets deux schémas pour dire, en fait, ça, c'est un vrai neurone. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones en informatique. Ah oui, c'est quand même pas la même très chose. différent. Ouais. Alors, comment tu fais pour faire un travail de vulgarisation tout en essayant de casser des métaphores qui ont l'avantage d'être un peu plus facilement préhensibles par tout le monde? C'est pas facile. Je me rends compte que même moi, j'en utilise beaucoup. Des fois, je dis, l'IA, elle pense que... Je dis, mais non, l'IA, elle pense rien du tout. On se calme. C'est pas facile. C'est vraiment pas évident de tomber là-dedans. Et au fond, moi, je trouve ça plutôt cool, les métaphores en soi. C'est juste que là, elles apportent beaucoup trop de charge émotionnelle avec elles. Et j'ose espérer que peut-être dans quelques années, il y en aura moins. Parce que l'IA a quand même eu des fois des hivers, des étés, donc... on verra, et peut-être qu'à ce moment-là, les métaphores nous paraîtront plus acceptables et on les utilisera peut-être davantage. Ouais. Et est-ce que cette peur, effectivement, ou ces fantasmes que certains ont, comme tu le dis, là on est dans une période d'été de l'IA, on va attaquer on va attaquer forcément à un moment un hiver des IA. Est-ce qu'il ne faut pas juste attendre que les gens vivent suffisamment de désillusions pour se dire, tu vois, comme avec la voiture autonome, moi j'ai déjà raconté à ce podcast, mais il y a quelques années j'ai fait un pari absurde avec des amis sur la disponibilité de la voiture autonome sur toutes les routes de France et de Navarre. J'ai perdu le pari, ça devrait me coûter cher, mais j'ai réussi à reporter l'échéance du paiement. Mais tu vois, il y a un moment où tu fais en fait la voiture autonome elle fonctionne très bien en Californie, où c'est tout le temps le même climat, c'est hyper constant, hyper régulier. Mais dès que tu vas dans des pays où tu passes de la neige à des grands soleils, les voitures elles sont paumées. En fait, tu vois, il y a une espèce de la confrontation à la réalité, et t'en parles aussi un petit peu dans ton livre. Tu te promènes avec un panneau stop dans la rue, tu arrêtes toutes les voitures autonomes, c'est super drôle. ce qui est ridicule, en fait, tu vois. Alors qu'un être humain a une capacité de se dire non, en fait là je vois bien que c'est Nastasia avec son bouquin qui se balade avec un panneau stop, j'ai pas besoin de m'arrêter, quoi. Tu vois, est-ce qu'on a besoin de vulgariser, ou il faut pas juste attendre que les gens voient qu'en fait la réalité elle est très loin du fantasme? Peut-être.
Peut-être. C'est vrai que des fois, je me dis, bon... je me rends compte que j'ai donné pas mal de conférences sur le sujet, j'ai quand même écrit un livre. Oui, effectivement, peut-être. C'est un petit peu comme le métaverse. Métaverse, je pense que dans le dev, on était quand même beaucoup à être sceptique. Mais à se dire, bon, on va voir. Parce qu'après tout, moi, je suis OK pour me laisser surprendre, il n'y a pas de problème. Mais métaverse, on se disait, bon, pourquoi pas, mais bon, ça a l'air d'être la réalité virtuelle sous un autre nom. Et pourtant, il y avait des fantasmes de fou dans la société. Et c'est vrai que finalement, ça s'est calmé de soi-même. Et sans doute que ça renaîtra, parce que voilà, c'est un sujet qui est très porteur aussi. Peut-être. Ouais. On l'a vu aussi avec la blockchain. C'est vrai. Qui a aussi été comme étant le nouvel âge de l'économie. Et puis en fait, non, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, il y a des vraies percées, effectivement. Hein, donc, alors justement, quand on parle de percées, j'ai eu quelques invités ici qui effectivement nous ont expliqué un peu le fonctionnement statistique des LLM, donc qui sont la grosse hype du moment. Et notamment un invité, je me souviens plus lequel malheureusement, donc je peux pas le créditer, qui expliquait que en fait on va assez vite arriver à un plafond sur les LLM, et on le voit déjà un petit peu aujourd'hui avec les nouvelles versions de GPT et autres qui au final sont pas aussi drastiquement meilleures que la version d'avant par rapport aux progressions, et qui expliquait que avant d'arriver à une IA généraliste, oui c'est ça, généraliste, il faudra qu'on invente un autre mécanisme que les réseaux de neurones. Que le réseau de neurones, en fait, comme il n'y a pas de compréhension, il faudra forcément qu'on trouve autre chose. Est-ce que toi, dans ta recherche comme ça de prospective, d'essayer d'expliquer un peu ces sujets-là, déjà, est-ce que tu partages ce point de vue, ou est-ce que pour toi les LLM sont le nouvel Eldorado, que ça va nous amener jusqu'au bout? Est-ce que pour toi cette notion de singularité, elle est même possible tout court? Et est-ce que tu crois qu'effectivement on a peut-être un moment une innovation qui va... Alors je te demanderai pas de choisir laquelle si jamais tu penses que c'est ça, mais est-ce que tu penses qu'à un moment on arrivera quand même à passer ce plafond de verre des LLM? Alors, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de sujets. J'ai envie de dire plein de choses. Alors déjà, les LLM, en fait, c'est assez intéressant parce que nous, dans la data, ça fait un moment qu'on les connaît, en fait. Sauf qu'ils n'avaient pas d'interface. On envoyait des requêtes sur des API et on obtenait des résultats. Et on était déjà fascinés. Hein. On était en mode, waouh, GPT, c'est les modèles qui sont derrière ChatGPT. Moi, je me rappelle les avoir testés avant qu'il y ait ChatGPT et on était en mode, ah ouais, balèze. Mais en fait, c'est relativement vieux. Et en fait, ce qui a fait aussi la percée, et là, pour le coup, merci les développeurs back-end, les développeurs front-end, toutes ces personnes-là autour, c'est aussi ça. Parce que ça a été accessible au public. Donc, il y a toute cette interface qui fait que les LLM ont eu aussi leur percée. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Alors, effectivement, moi, par exemple, je ne suis pas dans la biologie. Donc, est-ce qu'on va réussir à créer des êtres artificiels davantage avec la biologie? Ça, par exemple, je ne peux pas répondre. Mais par contre, j'ai effectivement l'impression que là où on en est, j'ose espérer qu'il y aura de nouvelles choses. Mais oui, j'ai l'impression qu'on arrive effectivement à une... Je ne sais pas si c'est plafond le terme, mais qu'en tout cas, l'idée de la singularité à partir de ChatGPT, ça me paraît pas sérieux. Ça me paraît... le gap me paraît beaucoup trop important. En fait, c'est ça. Je ne peux pas dire quelles vont être les étapes au milieu et si on va y arriver, mais ça me paraît très important. Après, j'invite à discuter avec d'autres personnes sur le sujet parce que voilà, forcément c'est mon avis et ça reste un avis même s'il est renseigné sur le sujet. Et est-ce que pour toi la singularité c'est une possibilité? Non, la vérité, quand tu m'en parles comme ça, non, j'ai vraiment l'impression que non, parce qu'en fait j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on essaye. Et quand je dis très longtemps, c'est avant 1956. C'est depuis toujours. Depuis toujours, voilà, on se la joue à la Prométhée. On se dit, je vais créer un être artificiel. Bon, encore une fois, il faut pas... Enfin voilà, il y a des clones, il y a plein de choses. Donc finalement, on pourrait dire qu'on y est quand même en réalité arrivé. Mais par la voie de l'informatique, j'ai vraiment du mal à y croire. Parce qu'on oublie que l'IA, c'est de l'informatique, en tout cas aujourd'hui. Et par la voie de l'informatique, sincèrement, quand on voit comment c'est fait... Aussi fascinant que ça puisse paraître, c'est quand même un ensemble limité. Ouais. Alors, ça, c'est un point intéressant que tu abordes dans ton livre. C'est que tu précises ce côté-là informatique de l'IA. Tu rappelles que Frankenstein,
C'était aussi une forme de création d'être... alors, c'est une œuvre de fiction, on est d'accord, mais... alors, du coup, quand tu précises ce côté-là, qu'on essaye de créer aujourd'hui un être virtuel au travers de l'informatique, mais que c'est que au niveau de l'informatique, est-ce que tu as déjà connaissance de projets en dehors de l'informatique qui essayent de créer des êtres virtuels? Alors actuellement, je sais pas. Et par exemple, Frankenstein, en fait, souvent je le cite parce que nous on lit ça en se disant mais n'importe quoi. Sauf qu'en fait, à l'époque, et c'est ça qui est rigolo, on pensait vraiment qu'on allait réveiller les morts ou créer des êtres avec de l'électricité. Parce que c'était l'invention du moment. Et en fait, c'est un peu... Quand on lit Frankenstein, il faut le lire comme on lirait aujourd'hui une fiction sur l'IA qui part des connaissances de maintenant. Enfin, le parallèle est un peu le même. C'est pour ça que souvent je le cite. Je sais qu'il y avait des personnes qui essayaient de travailler davantage sur les émotions, les hormones, etc. Mais après, j'en ai plus entendu parler. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met beaucoup nos billes dans l'informatique. C'est intéressant cette mise en abîme que tu fais, parce qu'en fait, ça me fait penser au film Ready Player One, donc, qui est inspiré d'un livre, hein, bien évidemment, mais qui a beaucoup marché à l'époque du métaverse, où il y avait ce fantasme de on va plus vivre dans la réalité, on va créer... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus du métaverse, et on ne parle plus du tout de... Oui, d'accord, je vois. Donc pour toi, aujourd'hui, on parle beaucoup d'informatique et d'IA, mais parce que c'est le sujet du moment, mais potentiellement, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera complètement passé à autre chose, quoi. Peut-être qu'on sera revenu à la réalité virtuelle. On ne sait pas. Ouais. Qui en plus, parce que j'ai l'impression d'être hyper négative, mais il faut quand même bien rappeler que, voilà, il y a la partie de fantasme, mais il y a la partie de la technologie qui existe pour de vrai, que ce soit la réalité virtuelle ou l'IA, qui apporte plein de choses. Et moi, ce que j'aimerais bien réussir, c'est réussir à dégrossir un peu tous ces fantasmes pour qu'on se reconcentre, qu'on se dise « Ah, mais en fait, ça peut être cool », mais pas du tout là où je l'avais imaginé, par exemple. Ouais. Je vois que leur tourne. Il y a un dernier sujet que j'aimerais évoquer. Je comprends dans tes propos, je pense qu'on est à peu près aligné sur le changement important dans les sociétés que l'IA va apporter, dans le monde du travail, sur notre capacité à faire plus de choses différemment, que ça va pas... on n'est pas en train de créer un ordre nouveau où demain on sera les piles des IA. Donc ça, là-dessus, je suis effectivement assez aligné. Il y a un point que tu évoques dans ton bouquin que j'ai beaucoup aimé, où tu évoques l'illettrisme, l'électronisme, et tu parles aussi de toutes ces populations qui sont invisibilisées par les IA, donc ce qui regroupe un peu aussi, ce qui recoupe avec les sujets de l'importance des données d'entraînement et ce genre de choses. Et en fait, c'est aussi de manière un peu plus globale, c'est aussi tous ces sujets d'accessibilité. Est-ce que ça commence quand même à être adressé un peu par tous ces créateurs d'IA, ou tu as l'impression que c'est encore complètement oublié? Si, c'est quand même adressé. En fait, ça dépend. L'électronisme, donc du coup, c'est ce qu'on appelle l'illettrisme numérique. Donc, il y en a plusieurs, donc c'est compliqué. Il y a le fait d'accéder au matériel, il y a le fait de s'en servir, de savoir s'en servir, et il y a le fait de savoir s'informer sur les outils numériques. Donc, c'est très compliqué. Je pense que c'est plus adressé par les mairies, les bibliothèques, les choses comme ça pour apprendre aux gens à se servir des outils informatiques. Par contre, il y a aussi toute la partie, effectivement, discrimination. Quand je dis discrimination, en fait, c'est au sens premier du terme. C'est-à-dire, je ne te prends pas en compte dans mon algo, je ne fais pas attention à toi, entre guillemets. C'est pas forcément fait, avec mauvaise intention. Donc oui, une partie est traitée. Par exemple, les musulmans sur ChatGPT. Il y a une époque, c'était la catastrophe. De demander quoi que ce soit, c'était vraiment la catastrophe. Et en fait, ça se comprend malheureusement parce que les données d'entraînement associent trop souvent musulmans et terrorisme. Ils ont fait un énorme travail pour que ça donne des réponses acceptables. Mais le travail est quand même très long. Il faut aussi vraiment aller détricoter un petit peu tout un tas de préjugés qu'on a aujourd'hui. Et puis, il y a aussi... je me suis perdue. Ah oui, le fait qu'on ne se rend pas compte, mais il y a même des personnes, des populations qui sont complètement zappées. Dans le sens où les LLM, ils marchent très bien en anglais, ils marchent très bien en français. C'est parce qu'on est des populations dominantes où il y a beaucoup de Français aussi dans le monde et on est des pays économiquement riches qui ont les moyens de mettre ça en place. Il y a des langues, il y a je ne sais pas combien de langues dans le monde, je crois qu'on en dénote 500,
mais il y en a qui sont oubliés totalement et qui en fait non seulement sont pas forcément représentés dans ces modèles-là, en fait n'y ont même pas accès, quoi. Donc c'est compliqué, c'était déjà le cas avec l'informatique, enfin en fait j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil finalement, mais c'est juste que si on imagine que l'IA doit contrôler le monde, faudrait prendre en compte ces choses-là pour qu'elle le fasse réellement. Alors attends, on a un commentaire sur le live qui nous dit « La maîtrise de l'IA, si tu dis que c'est comme Frankenstein, ChatGPT dit que... » Attends, non, je crois que la personne va réécrire son message, c'était pas très clair. Je reviens sur ces sujets d'illettrisme et d'invisibilisation. Sur peut-être un truc qui est plus proche de nous, population de développeurs et de développeuses, j'ai vu passer une stat qui montre que... en se basant sur les données d'entraînement, ChatGPT est bien meilleur en React qu'en assembleur. Et que donc, même dans son aide aux développeurs, il y a des technos qui vont disparaître juste parce que l'IA est moins performante dedans. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que tu évoques, c'est ce côté... entre guillemets, quand une discrimination est extrêmement locale, c'est dommageable, mais ça a une faible ampleur. Mais quand tu prends un outil comme l'IA, en fait, qui te permet de démultiplier d'un coup le truc, si tu démultiplies ta discrimination, d'un coup, tu as beaucoup plus de gens qui sont affectés, en fait. Il y a un problème d'échelle, en fait, avec ces sujets-là, quoi. C'est super intéressant, je savais pas pour React Assembler. C'est logique quand on y réfléchit, mais oui, du coup, ça met en avant des propos plus que d'autres, quoi. Et en vrai, c'est pareil, ça change pas, mais l'IA a tendance à décupler ça, effectivement. Ouais. Et alors, sur ces sujets d'accessibilité, ce que je trouve intéressant et que j'avais pas, moi, pris en compte, c'était le fait qu'il faut aussi apprendre à des gens à utiliser ces outils-là, parce qu'ils sont complètement oubliés de tout ça. Et ça m'a fait penser à Moi, j'ai découvert que Orange, ils ont, en boutique, ils ont des formations pour aider les gens à appréhender Internet et compagnie. Alors, ce qui est très bien, sauf qu'il y a un problème de conception assez problématique dans leur démarche, c'est que pour participer à ces formations, il faut s'inscrire via un formulaire sur Internet en flashant un QR code. Ah ouais. Donc, tu vois, il y a... tu vois, la prise en compte de ces sujets-là, elle est extrêmement complexe, parce qu'en fait, il faut réussir à faire une prise en compte vraiment globale, quoi. Et tu vois, on pourrait se dire qu'un ChatGPT, c'est facile à utiliser parce qu'il suffit de lui parler. Oui. Mais en fait, il faut déjà pouvoir y accéder. Et il faut savoir lui parler. Est-ce que tu parles de ça aussi? Les gens, t'as des gens qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, en fait, qui se retrouvent... Et qui ne savent pas interpréter la réponse aussi. Est-ce que... alors, je ne sais pas si on trouvera la solution là, maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, mais est-ce que tu penses que c'est des sujets qui sont aujourd'hui... qui commencent déjà à être pris en compte? Est-ce qu'il y a des solutions qui commencent à apparaître sur ces sujets-là? Oui, mais pour le coup, comme je disais, je pense pas qu'ils viennent des outils eux-mêmes. Mais oui, il y a des solutions qui commencent à être prises en compte. En fait, c'est par exemple dans les CDI, c'est tout simplement le but en fait aussi de donner aux élèves la possibilité de savoir comment s'informer, comment utiliser les outils. Donc oui, il y a des choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné le chiffre, mais aujourd'hui, l'INSEE estime qu'on est à 15% d'électronique en France. Donc c'est pas un petit chiffre, quoi. Donc c'est pas, on peut se dire, c'est un pouillème, bon, tant pis. Non, c'est quand même important, donc effectivement, il faut en faire quelque chose avant de se dire qu'on va tout faire par voie informatique, effectivement. Pour terminer, ton ouvrage aujourd'hui, toi, tu le destines vraiment à monsieur et madame tout le monde. Est-ce que... attends, je sais comment formuler la question. Ma question, c'est est-ce que tu penses que la population des développeurs et développeuses est suffisamment instruite sur le sujet, ou est-ce qu'on a aussi une part de fantasme et de peur vis-à-vis de ces outils-là qui sont dus aussi à l'ignorance? Je pense qu'on a aussi une part de fantasme, mais c'est normal, comme moi je te disais, la sécurité, tu vois. C'est chacun son domaine. Donc oui, en fait, il a quand même deux cibles. Un, monsieur et madame tout le monde, effectivement, mais aussi monsieur et madame tout le monde du développement, en fait. Ça reste quand même une deuxième cible, parce que quand on n'est pas dedans, forcément, on ne sait pas trop comment ça marche, et c'est un domaine où, encore une fois, il est très facile de faire marcher ses fantasmes. Ok. Et est-ce que tu penses que tous les développeurs et développeuses devraient s'intéresser
et être capable de, alors pas forcément créer un LLM, mais en tout cas d'appréhender ces sujets-là et de entre guillemets, de les manipuler? C'est une bonne question. En vrai, je pense pas. Parce qu'on peut pas on peut pas tout connaître. C'est beaucoup trop compliqué. Mais en tout cas, si vous êtes dans une entreprise qui dit faire de l'IA, peu importe ce que ça veut dire, oui, je trouve que c'est important pour comprendre le projet qui est en face de soi. Et d'ailleurs, ça s'adresse aussi aux gens du produit, pas forcément qu'aux personnes qui dev en soi. Donc oui, là, ça, je trouve que c'est important. Mais si c'est quelque chose qui est toujours à côté de nous, on peut pas être expert de tout, quoi. Oui, clairement. En tout cas, ça peut être bien que nous, on le mette à disposition, effectivement, de nos PO et autres qui nous font des demandes de projets d'IA, qui, en fait, parfois aussi ne nécessitent peut-être pas forcément d'IA. Peut-être aussi ça, aussi, parfois, à démystifier, quoi. Totalement. Oui, c'est ça. Des fois, je vois des projets. La dernière fois, je ne balancerai pas, mais un projet, mais on disait, ouais, on a fait ça avec un LLM et tout. En fait, vous auriez pu comparer deux tableaux. Et oui, et personne me dit ah oui, mais en fait il y a la tentation trop forte d'aller vers des solutions voilà, qui font vendre. Qui font vendre, exactement. Top. Merci beaucoup Nastasia pour cet échange. On mettra bien évidemment les liens pour accéder à ton livre en description. Avant de terminer, j'aurais 2 questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeuristes? Alors je vais vous proposer En attendant les robots d'Antonio Caselli, puisque justement il va beaucoup travailler sur les humains qui sont derrière les IA, et quand je dis les humains, c'est pas les data scientists ou data ingénieurs, mais justement les annotateurs. Et donc c'est un spécialiste du sujet, il sait de quoi il parle, et son bouquin est très clair et donne une bonne vision des choses. Ouais, carrément. Top. Et dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Bon, comme beaucoup d'autres personnes dans ce podcast, je vais répondre que j'ai pas trop d'avis. Je me plie aux règles qu'on définit. Si c'est du Python, je vais utiliser un outil qui me dit c'est comme ça, et je vais pas trop y réfléchir. Ok, ça marche très bien. Merci beaucoup Nastasia. Merci. Et merci à tous d'avoir participé à cette conversation. Voilà, j'espère qu'on a réussi à dégrossir quelques sujets autour de l'IA, quelques peurs, quelques fantasmes. N'hésitez pas à aller checker le livre de Nastasia, peut-être même à l'offrir à des gens autour de vous qui sont soit complètement apeurés, soit complètement omnibulés par les IA pour leur permettre de redescendre un petit peu sur Terre. Moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.